Donc, je vais commencer par, je dirais, un peu la part du lion, parce qu'en fin de compte, on est vraiment dans la diabétologie bouleversé par ces nouvelles approches thérapeutiques qui sont l'utilisation maintenant de dispositifs automatisés pour réguler la glycémie, donc pour traiter l'hyperglycémie, l'excès de sucre dans le sang, qui caractérise le diabète insulinodépendant. Je rappelle, c'est une maladie qui touche à peu près 10% des patients atteints de diabète. C'est une maladie des sujets jeunes, enfants, adolescents, pour le démarrage de la maladie, très souvent. Et c'est une maladie qui a d'extrêmes contraintes d'autosurveillance et d'auto-soins, parce qu'on doit s'administrer de l'insuline tous les jours, plusieurs fois par jour, contrôler sa glycémie. Et vous allez voir que c'est un très bel exemple d'intelligence artificielle explicite qui a été mise en pratique pour assister les patients qui souffrent de cette affection et transformer complètement leur quotidien, aussi bien sur le plan de la santé physique que de la santé mentale, puisque avec ces dispositifs, on pense qu'on allège considérablement le fardeau du diabète. Alors, les premières expérimentations d'administration d'insuline automatisée, vous voyez que c'était, on n'était pas dans la miniaturisation, on n'était pas dans le futurisme. Vous voyez que ce premier patient a utilisé un dispositif dans les années 60 qui pesait plusieurs kilos et qui ressemblait à un énorme sac à dos. Voilà, avec l'administration de l'insuline en continu, passant par voie veineuse. Et avec des tentatives de régulation de la glycémie, mais c'était des dispositifs complètement, évidemment, pionniers et maintenant tout à fait dépassés, puisque vous allez voir qu'on a beaucoup progressé. Alors, je vous présente, je fais un saut dans le futur, hein, un saut de 60 ans à peu près, 70 ans. On a maintenant des dispositifs pour administrer l'insuline. Ici, vous voyez à gauche, en haut, un petit réservoir qui est jetable, qui contient de l'insuline et qui est commandé par le pod que vous voyez juste en bas, en dessous à gauche. Vous voyez la télécommande qui est un smartphone tout simplement. Et on prévoit des réglages de débit d'insuline, l'insuline passant directement par un petit cathéter très court dans les tissus sous-cutanés et diffusant dans l'organisme. Et on le programme à l'avance. Et puis, au moment des repas, on doit programmer un bolus repas. Donc, ces dispositifs, on les utilise depuis une cinquantaine d'années. Ils se sont perfectionnés. Plus récemment, dans les années 2000, on a disposé de dispositifs de mesure automatisée de la glycémie, mais ce n'est pas le taux de sucre dans le sang, c'est le taux de sucre dans les tissus interstitiels sous la peau, en sous-cutané. Et vous voyez qu'on porte un petit dispositif qui est sur le bras de cette jeune femme à gauche, et ça permet de donner le tracé de la glycémie que vous voyez en dessous sur les diagrammes. Vous voyez la glycémie varier dans le temps, donc on peut en continu avoir la mesure du glucose interstitiel qui reflète de manière assez parallèle le taux du sucre dans le sang. Et on est passé dans les années 2005 à la connexion de ces dispositifs de mesure de la glycémie et de la diffusion de l'insuline par les pompes à insuline que je vous ai présentées. Et vous voyez un exemple. Alors, concentrons-nous sur la partie inférieure qui montre les variations de la glycémie. Vous voyez qu'elle dépasse souvent le seuil de la ligne 180, qui veut dire une glycémie qui reste dans un taux correct, satisfaisant. Elle le dépasse assez régulièrement. Et vous voyez ici un début de médecine améliorative, puisque le système est couplé et le capteur envoie un signal à la pompe à insuline qui va provoquer l'interruption du débit de la pompe. Et ça, c'est matérialisé sur la figure par les petites icônes bleues, vous voyez en bas, qui veut dire qu'il y a eu une interruption du débit d'insuline. Pourquoi? Pour éviter que la glycémie s'abaisse en dessous d'une zone qui peut être dangereuse parce que les patients ont des symptômes très, très gênants quand ils sont en hypoglycémie. Et l'étape ultime, c'est celle à laquelle on arrive aujourd'hui parce que ces dispositifs commencent à être… Vous parlez un peu moins vite, s'il vous plaît, pour les traducteurs. Oui, c'est parce que je veux tenir mon temps. Donc, on arrive maintenant à des dispositifs automatisés
où vous voyez qu'il y a un algorithme de contrôle qui va être à l'interface entre le sensor, c'est-à-dire le capteur de glucose à gauche, et la pompe qui va délivrer l'insuline dans l'organisme, là aussi par voie sous-cutanée. Voilà donc un système d'intelligence artificielle. On peut appeler ça un pancréas artificiel. Et sur la diapositive suivante, on figure les caractéristiques de ces algorithmes. Alors, vous voyez que le système modèle prédictif contrôle, qui est le cœur de l'algorithme, va calculer la perfusion d'insuline optimale pour contrôler la glycémie et va tenir compte d'un compromis entre l'objectif le plus rapidement possible à atteindre et l'utilisation de la moindre dose d'insuline pour être dans des conditions de sécurité. Et ce système fonctionne d'après la physiologie. Donc, c'est une modélisation mathématique qui va permettre de réguler la glycémie. Et puis, il y a un système de sécurité, Safety Supervision Module, qui détecte les hypoglycémies imminentes parce qu'il y a un calcul permanent de la prédiction de la glycémie, du taux de sucre. Et quand ce système calcule que le taux va chuter dans une zone dangereuse, eh bien, il y a une interruption du débit. Voilà un exemple de ce que l'on peut obtenir avec cette médecine améliorative. Les patients qui ont le système dit closed loop, boucle fermée, ont une nette amélioration de leur glycémie. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de ces diagrammes, mais vous voyez qu'avant l'utilisation de ce système de pancréas artificiel en open loop, eh bien, il y avait des incursions de glycémie élevées la nuit et le jour, c'est les parties en grisé clair, et que quand on utilise le système closed loop, vous voyez un resserrement considérable des valeurs de glycémie qui sont quasiment tout le temps dans la zone normale. Dans cet exemple-là, c'est toute la zone grisée en plus foncé. Vous voyez, on est vraiment sur une régulation extrêmement précise de la glycémie. Voilà les données métaboliques des principaux systèmes. Vous voyez qu'il existe 4 principaux systèmes que je ne détaillerai pas, mais on va se concentrer sur le principal bénéfice qui est obtenu. Ici, vous voyez le temps dans la cible, TIR, Time in Range, c'est l'objectif visé. Et vous voyez que, par exemple, dans la première étude, ce temps dans la cible passe de 54 à 65%, mais avec d'autres systèmes, on arrive à 70%. Donc, chez certains patients, on peut avoir des gains qui sont encore plus importants, de l'ordre de 20% de temps dans la cible, ce qui est considérable. Et vous voyez aussi qu'on réduit le temps below range, c'est-à-dire qu'on réduit les hypoglycémies en dessous de 70 mg par décilitre. C'est dans la partie droite des tableaux. Vous voyez que entre avant et après, boucle ouverte, boucle fermée, BOBF, eh bien, on réduit le temps en hypoglycémie. Donc, ces systèmes sont efficaces. Le challenge de cette boucle fermée, c'est les repas, parce qu'en fin de compte, le système n'est pas encore capable spontanément d'éponger les repas, c'est-à-dire que les patients eux-mêmes doivent encore intervenir et administrer une dose qui est calculée et administrer manuellement le bolus. Alors, il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui sont proposés pour justement essayer d'établir à partir d'une base de données de scénarios les interactions entre dose d'insuline glucide, activité physique, variation du glucose, avec des algorithmes de révision pour corriger l'effet d'un bolus repas. Et donc, ce sont des systèmes, des systèmes experts d'intelligence artificielle de type intelligence implicite qui peuvent être au service de ces dispositifs en boucle fermée, mais ça, ce n'est pas encore utilisable, c'est encore de l'expérimentation. Et il y a des détecteurs de variation dynamique du glucose interstitiel, c'est-à-dire que le système devrait être capable très précocement de détecter une montée de la glycémie qui soit corresponde bien à un repas et donc réagir rapidement pour envoyer l'insuline.
Alors, ces systèmes ont comme avantage d'être validés, de répondre aux critères de validation réglementaire par les autorités de santé et ils vont bientôt être disponibles pour les patients en clinique. Maintenant, c'est une question de mois ou de semaines pour que les patients puissent en bénéficier de manière quotidienne. Voilà, donc cet exemple-là d'IA explicite est vraiment très prismatique de ce qu'on peut faire comme médecine améliorative en endocrinologie, qui est, vous le savez, la science du fonctionnement des systèmes hormonaux. Et là, dans le cas du diabète, c'est une défaillance hormonale qui est parfaitement compensée par ce système de pancréas artificiel. Alors maintenant, je vais vous donner quelques exemples pour finir d'intelligence artificielle implicite au service de la diabétologie clinique toujours. Et vous allez voir que ça touche les champs diagnostiques et le champ thérapeutique. L'IA implicite, elle s'appuie sur des séries d'observations de données qui entraînent une logique de déduction pour résoudre un problème de données. Donc, c'est data-driven, c'est-à-dire orienté par les données qu'on recueille. Et on s'appuie sur un système d'apprentissage automatique ou machine learning et on développe des algorithmes capables d'agir sur les données. Et on va développer des systèmes qui ressemblent à des réseaux de neurones. En fait, ce sont des couches de réseaux algorithmiques qui vont mimer l'architecture cérébrale. Alors, c'est extrêmement intéressant comme approche. Ce qui nous gêne, nous les cliniciens, qui ont vraiment une démarche scientifique Claude Bernardienne qui est établie depuis des centaines d'années, c'est qu'il y a une faible explicabilité. On analyse des big data, on génère des hypothèses, mais on ne comprend pas, il n'y a pas de compréhension des mécanismes sous-jacents, notamment des mécanismes physiopathologiques. Néanmoins, ces outils peuvent être très puissants. Alors, un exemple, le dépistage de la rétinopathie diabétique. La rétinopathie diabétique, c'est une atteinte de la rétine qui est liée à l'hyperglycémie chronique, c'est-à-dire à l'excès de sucre dans le sang. Et ça peut être très grave puisque ça se développe de manière silencieuse et ça peut, à un moment donné, entraîner des lésions très graves au niveau de la rétine et les patients risquent de perdre la vue. Donc, ce qui est assez dramatique, c'est que ça nécessite une surveillance très régulière et pour les patients qui ne le font pas, cette maladie grave va s'installer absolument de manière silencieuse et occulte. Donc, on a développé, pour essayer de pallier à la nécessité de faire des examens réguliers avec des ophtalmologues qui ne sont pas suffisamment nombreux, donc les délais pour obtenir des consultations sont longs, et on a développé des systèmes d'algorithmes de deep learning avec des apprentissages qui s'inspirent des réseaux neuronaux à partir de jeux de données. Vous voyez, dans ce travail très intéressant publié en 2016, il y avait 130 000 images de fond d'œil, de rétine, qui ont été labellisées 3 à 7 fois chacune par un panel de 57 ophtalmologues. Et ensuite, ce système a été validé par des jeux de données de patients, un jeu de 10 000 images et un jeu de 2000 images, labellisés là aussi par des ophtalmologues. Et vous voyez qu'on obtient des sensibilités et des spécificités pour l'identification de la rétinopathie et d'un diagnostic précis de quelle est la lésion de la rétine, très élevé, puisqu'on est au-dessus de 90% de sensibilité et de spécificité. C'est ce que montrent ces courbes ROC, donc sûrement pas familiers. Mais donc, voilà, ce qui est intéressant comme donnée, c'est que c'est extrêmement sensible. Et ce travail-là, publié tout récemment en 2021, a une ambition encore plus grande qui est de faire une prédiction de la rétinopathie par toujours ces méthodes de deep learning à partir d'images de photos couleurs pour prédire le développement d'une rétinopathie légère à modérée. Donc, les patients n'ont pas de lésion, mais on analyse les images et le système de deep learning va essayer de trouver des signes qui ne sont pas décrits finalement dans la sémiologie ophtalmologique, mais identifier des signaux qui
prédisent la survenue ultérieure de cette maladie. Et donc, vous voyez qu'il y a dans cette expérimentation 575 000 lieux ont été étudiés pour l'apprentissage de ce réseau neuronal avec des jeux de données d'images longitudinales dans le temps qui ont été analysés par ce système informatique très puissant avec deux validations, une validation interne faite sur des yeux américains et une validation externe faite sur des yeux thaïlandais, un nombre de plusieurs milliers d'yeux. Et là, vous voyez qu'on a des sensibilités qui sont moins bonnes. La courbe ROC, enfin l'expression, quand on est à 1, c'est qu'on a une sensibilité de 100%. Vous voyez que là, on est à 79%. Ce n'est pas aussi performant que le travail d'analyse des images pathologiques, mais vous voyez que c'est quand même potentiellement très puissant. Et ces outils pourraient permettre de définir une stratégie de dépistage et de prévention de la survenue ultérieure de lésions de la rétine. Un exemple, c'est presque le dernier. Pareil, intelligence artificielle à partir des données de bases de données. Et ici, on a utilisé la méthode de clustering hiérarchique sur 20 000 patients qui a permis, à partir simplement de 5 variables, ce sont des variables qu'on utilise en clinique, l'âge du patient, l'hémoglobine glyquée qui représente le taux moyen de glucose sur 3 mois, la présence d'anticorps qu'on trouve dans un certain type de diabète dit de type 1, auto-immun, et puis des paramètres de sécrétion d'insuline et de sensibilité à l'insuline. Et on a pu, avec ce système de machine learning, on a pu dégager 5 catégories de diabète, clusters de diabète, à partir des populations de patients, avec, pour certains, une augmentation du risque de rétinopathie et de neuropathie, par exemple, ou de néphropathie, qui sont des complications du diabète qui touchent certains organes. Bon, je ne vais pas détailler parce que je n'ai pas le temps, mais c'est pour vous montrer un peu le type d'approche. Et ici, c'est une approche qui consiste à essayer de comprendre pourquoi des patients ont une mauvaise réponse thérapeutique à une intensification du traitement du diabète. Ici, il s'agit de diabète de type 2. Et toujours par ces méthodes de machine learning, on a identifié que des variables aussi simples que l'hémoglobine glyquée, le taux moyen de glucose, l'indice de masse corporelle, le rapport entre le poids et la taille, et l'âge permettent de définir des sous-groupes qui vont avoir une mortalité plus élevée avec un traitement intensifié ou une mortalité au contraire moins élevée. Voilà, je ne peux pas détailler davantage, mais ça vous montre un peu les champs dans lesquels on travaille avec l'intelligence artificielle dans ma spécialité de diabétologie. Et ma diapo conclusive, donc les applications de l'intelligence artificielle dans le domaine de la diabétologie sont nombreuses. Je vous ai parlé des technologies du pancréas artificiel en boucle fermée hybride parce qu'il y a encore une petite intervention humaine au moment de repas. C'est un vrai exemple de médecine améliorative qui a atteint un degré de maturité vraiment permettant maintenant son utilisation dans le champ clinique. Et puis, je vous ai parlé de méthodes d'intelligence artificielle utilisant des indicateurs clinico-biologiques classiques, surtout l'hémoglobine glyquée, le poids. Mais l'avenir de l'IA, dans ma spécialité, et dans d'autres d'ailleurs, c'est l'enrichissement des bases de données par des nouveaux biomarqueurs protéomiques et génomiques, c'est l'étude extensive des gènes ou des protéines, mais aussi l'utilisation de données collectées automatiquement chez les patients par des applications dédiées. Et là, je rejoins un peu ce qui est grand public. C'est une notion nouvelle, le phénotypage digital, où on va, à travers les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, ou à travers des outils comme le crowdsourcing, que vous connaissez par l'application Waze, où les personnes eux-mêmes apportent des informations par leurs observations sur la route de ce qui se passe, des accidents, des conditions climatiques, etc. Eh bien, on peut, avec d'énormes databases, collecter toutes ces données et arriver à, vous voyez, le deep phenotyping qui est basé sur tous les éléments biologiques, génétiques, omiques, etc. Et le digital phenotyping qui s'appuie sur les réseaux sociaux, des outils spécifiques. Hein, c'est les données de la vraie vie de tous des gens qui vont être transmises par leur smartphone. Et on va pouvoir analyser toutes ces données et les utiliser pour faire de la médecine prédictive. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je crois que je suis à peu près dans les temps.